13 juin 2025, chers téléspectateurs, chers publics, vous qui suivez régulièrement Gandhi Malian TV, recevez nos salutations. Nos salutations également à l'endroit du monde libre, à l'endroit du monde multipolaire. Comme d'habitude, nous retrouvons dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. La semaine prochaine, c'était jour de fête, donc nous n'y avons pas été. Nous allons essayer de nous rattraper aujourd'hui avec différents thèmes au sommet de l'actualité, entre autres. GENIM qui sollicite, GENIM c'est ce groupe terroriste qui sollicite déjà certains politiciens pour une coalition contre le pouvoir souverain en place dans l'espace AES et précisément au Mali. Après cela, nous allons aussi parler de l'actualité tout autour de nous, un peu frôler peut-être la Côte d'Ivoire et essayer peut-être d'effleurer d'autres horizons. Et pour décrypter ces sujets au sommet de l'actualité, des experts. À ma droite, le docteur Mamadou Sylla Traoré. Ça faisait longtemps, docteur. Oui. Ça faisait longtemps quand même. Évidemment, oui. Tu nous avais abandonné en plein vol. Non, je n'abandonne jamais. Ah, ok. Il y avait beaucoup d'autres choses auxquelles je devrais faire face et je me suis excusé. Toi, ouais. tu connais les raisons, mais tu profites toujours pour moi. Hein. Heureusement, mon cours de bâtier, mon oncle est là, que j'aime beaucoup, qui m'a tout donné sauf une femme. Ah, donc, moi j'attends mon mouton. Tu as dit que le bélier là était petit. Merci beaucoup, le général. Merci. Oui. Et un mot à l'endroit du public? Oui, ce merveilleux public m'a tellement manqué. Et c'est vrai que l'émission, je le suivais chaque vendredi. Oui. Même si j'étais entre les mains de Morphée, je faisais tout pour le suivre. Oui, souvent, je m'endormais, même ma femme me riait beaucoup parce qu'elle dit, mais quelle est cette manière, tu aimes une émission, tu t'endors, je dis, mais écoute, ça se comprend. Et je salue tous les téléspectateurs. Et je salue Gandhi Télé Malienne, la meilleure télé panafricaine, je dirais. Et grâce à cette télé-là, je pense que la lanterne de beaucoup d'Africains vont être rallumée et à travers l'intervention des experts. Beaucoup d'experts se sont succédés sur ce plateau. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer Nyang. Ah, Abdou Nyang. Abdou Nyang, je ne l'ai pas connu. C'est comme David Diop et l'Afrique. Ah, ok. Je t'ai jamais connu, moi, mon regard est plein de ton sang. Non, mais rassurez-vous, vous allez vous rencontrer sur ces plateaux. Il est là aussi souvent. Oui, mon oncle aussi, qui est beaucoup apprécié dans ma propre famille. J'ai une petite sœur qui vous apprécie bien. C'est gentil. Oui. Et ma sœur m'a dit que c'est un véritable intellectuel. Et chaque fois elle est chez son mari, elle suit l'émission. Merci. Et ça fait plaisir. C'est gentil à elle. Merci beaucoup. Doyen. Bonsoir, bonsoir Diawara, bonsoir à mon neveu, bonsoir à tous les travailleurs de Gandhi TV et bonsoir à tous les téléspectateurs qui ne cessent de nous suivre, de suivre nos émissions. Merci beaucoup. Merci, doyen. Nous allons sans doute commencer par vous. Les gens ont hâte de savoir pourquoi cet appel. GENIM, qui est un groupe terroriste redouté, constitué d'ailleurs des GENIM constitués d'Ansardine, d'Al-Mourabitoun, d'Akmi, tous des groupes terroristes, Katiba, Massina. Cette coalition des terreurs mercenaires qui en appelle à la classe politique, ça dépasse peut-être l'entendement de certains, mais vous, de l'œil d'un expert, doyen. Pour ma part, je voudrais, comme j'ai voulu prendre l'habitude, éclaircir un peu un certain narratif. Allez-y. Ici, on a entendu partout que le militaire ne doit pas faire de la politique. Effectivement. C'est faux. Le militaire, l'inspecteur des douanes, l'inspecteur du trésor, l'inspecteur des impôts, dans les circonscriptions, dans leurs circonscriptions juridictionnelles, ne peuvent pas se présenter à des élections. C'est le même empêchement. Mais les militaires peuvent faire de la politique. Cependant, ils vont à une réunion politique, ils doivent s'adresser à leurs supérieurs. Et puis, je voudrais bien savoir, moi, est-ce qu'il y a une école pour être président de la République? Absolument pas. Non. Ça veut tout dire. Ouais.
personne n'est né pour être président de la République, personne n'a fait des études pour faire c'est même mal connaître la fonction de président de la République. Le président de la République, c'est quelqu'un qui prend des décisions, effectivement, mais il est entouré d'une très bonne équipe solide de civils qui ont toutes les compétences. Il doit pouvoir s'entourer de toutes les personnes compétentes pour éclairer ses décisions. Ça doit être quelqu'un simplement qui décide. C'est pourquoi Jacques Chirac dit c'est un président de la République, c'est la solitude du président. Parce que quels que soient les conseillers qui sont autour de toi, à un moment donné, c'est toi et toi seul qui rentres en toi-même pour prendre une décision. Et souvent, comme dit Machiavel, gérer un pays, la gouvernance, ce n'est pas choisir entre le mal et le bien. Ce n'est pas ça, c'est loin d'être ça. C'est toujours généralement choisir entre le mauvais et le moins mauvais, ou le plus mauvais. Voilà. Donc je voulais faire cette mise au point, parce que franchement, de tout temps, on nous dit le président de la République, ils ne doivent pas faire de politique, ils doivent pas ceci, cela. Mais les économistes qui deviennent présidents, ils ne sont pas militaires, ils ne sont pas juristes, ils n'ont aucune qualification en dehors de leur cursus. Il faut qu'on arrête cette histoire-là. Oui. Voilà. Donc, pour l'appel, je voudrais attirer l'attention sur une chose. Le groupe, le réseau Média France, ou bien oui, France Média Monde. France Média Monde, pratiquement, il y a 2 ou 3 de leurs structures qui sont suspendues au Mali. Oui, effectivement, notamment RFI, Alors, France 24. je voudrais bien savoir pourquoi on peut suspendre ces médias dans notre pays, et un des journalistes qui anime les attaques contre le Mali, et on ne lui dit rien, on ne lui fait rien. Je ne comprends pas ça. Wassim Nasr. Il est poursuivi, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais je pas crois si le qu'il Mali... y a un dossier judiciaire qui a été ouvert à son encontre. Par le Mali? Oui, je pense. Et au niveau ils ont lancé un mandat d'arrêt? Sans doute, mais on va creuser. Je crois qu'il faut creuser. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que Wassim Nasr devient plus nocif que Amadou Koufa ou chose. Aussi, en tout cas, aussi nocif que, aussi dérangeant que. Donc, je crois que la meilleure des choses, je crois qu'il y a un ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, Charles Pasqua, toujours bourru là. Et il disait une chose, il faut terroriser le terroriste. Oui, évidemment. Ouais, nous le disions constamment. Voilà, il faut terroriser le terroriste. Or, Wassim Nasr est un terroriste. Par ses divulgations, ses promulgations, ou bien sans contrôle, sans essayer en ne respectant pas les règles de la déontologie du métier, en interrogeant le Mali sur les faits qui lui ont été donnés. Et d'ailleurs, en réalité, il veut se faire passer pour quelqu'un qui connaît tout, mais ce n'est pas vrai. Parce que pour l'attaque qui aurait été faite contre un fourgon de transport sur la route de Kita, il dit qu'ils ont été attaqués vers la Guinée. Ensuite, il dit que selon les attaquants même, ils ont été attaqués, ceci. Mais si tu as les 2 versions, la version qui vient de ceux qui ont attaqué, c'est la meilleure. Pourquoi donner 2 versions? Je crois qu'il faut bien écouter attentivement. Maintenant, la question, pour répondre... Mais lui-même... Mais vous avez aussi un frère malien qui fait la même propagande, un Serge Daniel, on dit qu'il a la nationalité malienne. Oui, mais Serge Daniel, lui ou Serge Daniel, c'est la même chose. C'est des gens qui font la promotion du terrorisme. Et en tant que tel, moi je ne sais pas si nos services de renseignement ont un volet de renseignement extérieur, de protection, enfin bon, les services extérieurs, mais je ne pense pas qu'on doive croiser les bras et les laisser faire comme ça. Nous avons tout le temps proposé une direction des services de renseignement extérieur, au service d'action extérieure, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se règlent. Ça se comprend, doyen. Voilà. Faut pas entrer pour éviter la cybercriminalité. Oui. Alors, toi-même, tu as déjà répondu, et Wassim Nasr a répondu à sa question. Le JNIM qui vient de faire cet appel, c'est un aveu de faiblesse.
Lui-même, il a dit, il a reconnu que parce que le JNIM ne se sent pas en mesure de prendre Bamako. Ce sont ses expressions. Alors, ces différentes attaques qui se font un peu partout, moi je crois que c'est lié d'abord à l'imminence de la saison des pluies, où le déplacement, même sur les motos, devient beaucoup plus difficile. Les engins motorisés par terre, ça devient difficile, mais les moyens aériens peuvent opérer très facilement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut empêcher coûte que coûte la mise en place du contingent de 5000 hommes que l'AES se propose de faire. Troisièmement, il y a le maillage territorial qui se fait au Mali principalement. Il faut aller plus vite pour essayer d'obtenir quelque chose. Sinon, quand le Mali aura fini son plan de maillage, peut-être avec les autres, ça va être extrêmement difficile pour eux. Je crois que c'est ça. Mais en réalité, je ne crois pas, c'est du bluff, c'est juste pour créer quelque chose, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Et eux-mêmes, ils savent que ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est ce que je veux dire. Mais en tout état de cause, Wassim Nasri a dit, ils savent qu'ils sont incapables à eux seuls aujourd'hui de prendre Bamako. Maintenant, l'impact, ça c'est autre chose. Je crois que si on a le temps, on y viendra. Bamako est une ville de plus de 4 millions d'habitants avec toutes ses forces. Docteur, Génie m'appelle certains politiciens. Oui, et là, moi j'ai essayé personnellement, d'essayer de comprendre quoi, d'aborder ça sur tous les angles que je n'ai pas pu comprendre. Peut-être une diversion, peut-être de la folie, voilà, mais quand même moi, ce que moi j'ai dit, j'ai compris, le problème du terrorisme au Mali, le terrorisme est comme un serpent qui a 3 têtes. Première tête, ce sont les Occidentaux, la DGSE et tout ça qui finance. Deuxième tête, ce sont ceux qui sont sur le terrain, qui sont vraiment en mal aujourd'hui. Ils sont en train d'être laminés dans tous les sens. Et la troisième tête, c'était nos politiciens qui étaient là. Et malheur à eux de livrer leur propre pays, leurs propres parents. Parce que... c'est certains politiciens. Certains politiciens, oui. Voilà. Oui. Il faudrait que je sois... Voilà. Ouais, certains politiciens. On va aider à encoder. Exactement, certains politiciens. Parce que ça fait trop mal, cette histoire-là. Donc on voit que peut-être dans leur arrière-pensée, ils voulaient faire jouer le même CD qui a fait partie Bachar al-Assad. Parce qu'en Syrie, on a vu qu'il y a un chef... un terreau qui est arrivé au pouvoir. Un terreau qui est arrivé au pouvoir. Très radical. Mais. Très radical. Et là, les Français doivent vraiment s'en vouloir toute une éternité parce que c'est lui qui a, comment ça s'appelle, revendiqué les attentats de Bataclan. Oui, c'est lui. Oui. Et il a été reçu avec tous les honneurs à l'Élysée. Où est la démocratie? Où est le respect pour les Français? Où est le respect des Français qui ont laissé leur vie là-dedans? Donc ce même scénario, ça se comprend, ce qu'ils ont fait à Bachar al-Assad. Assad était truffé, c'est tout son entourage, l'armée et tout. Ils étaient soudoyés, ils ont refusé de combattre. Et en 2 jours, les rebelles ont pris la ville. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé en Syrie. Et je ne sais pas si les gens sont au courant. Souvent, ils font des micro-trottoirs même en France. J'ai un ami personnel là-bas qui est à Montreuil, à Courant-des-Chavaux, qui m'a dit il n'y a pas une semaine que lui-même, on lui a interrogé est-ce que ça le surprendrait si Yad Agali devient le président du Mali. Quand il m'a dit ça, je dis mais les dieux sont tombés sur la tête. Et là, c'est peut-être dans un autre monde. De toutes les façons, notre force ici, devant ces gens-là, quels que soient leurs appels, même si certains politiciens véreux, non compétents, qui s'associent à ces gens-là pour faire du mal à notre pays, même s'ils font toutes les unions que vous voulez, hein, c'est d'ailleurs des unions contre nature, ils ne pourront pas
faire vraiment baisser ou faire tomber ces pays-là, parce que c'est un pays béni. Et par nos ancêtres, tout ce qui a été fait ici, et tous les vœux pieux qui ont été faits par nos ancêtres, et toute la solidarité sans précédent, et la fierté de la dignité malienne, on va tout continuer à serrer les rangs. Et Inch'Allah, ces messieurs-là qui nous veulent du mal, ils échoueront, quoi. Ça, c'est évident, c'est une évidence. Mais cet appel-là, moi, je pense que c'est une diversion, comme dans le football. Voilà, souvent, il y a un qui vient avec les ballons, le numéro 9, lui... Il faut appel, quoi. Il faut appel. Voilà, la défense le suit, et les gars se trouvent nez à nez avec les gardiens marques, quoi. C'est une diversion. Donc, il ne faut pas faire peur de ça. Et pour un peu sortir de ça, je ne pourrais pas sortir de ça, et je demanderais un mea culpa à toute la communauté africaine, à tous ceux qui nous écoutent. Wassim Nasr, c'est un mal, quoi. Il est né pour faire que du mal. C'est un démon abominable. Non, on viendra à ce niveau. Oui. Docteur, on ne va pas vous couper, mais doyen, docteur parle peut-être d'un appel qui fait diversion, mais si nous avons remarqué, je ne sais pas si vous avez suivi avec nous, 48 heures avant, un politicien malien établi en France a appelé à la création d'un front, un large front pour combattre. De résistance. Oui, de résistance, c'est pour combattre le pouvoir en place. Dans l'espace AES, déjà il a déjà été candidat à une élection présidentielle, donc il lance cet appel. Est-ce une réponse déjà à cet appel du GENIM, ou vous pensez tout simplement, parce que le reste de la classe, le reste des politiciens, d'anciens politiciens, en tout cas, gardent silence, mais en tout cas, il y a ce monsieur qui a été candidat à une élection présidentielle qui appelle à une résistance, à un front, à un bloc depuis la France pour combattre le pouvoir en place dans l'espace AES, mais précisément au Mali. Et au même moment, ça coïncide avec cet appel aussi du GENIM, que tous les politiciens se mettent ensemble pour mettre un gouvernement en place à la solde du GENIM, à la tête du Mali. Nous savons que ce n'est pas possible. Mais est-ce une simple coïncidence ou vous pensez que ça a été planifié? Je crois que ça a été planifié. En fait, ils ont profité d'une situation. C'est pourquoi j'avais dit à un moment donné dans une de nos émissions que les politiques, moi j'évite de dire politiciens, c'est un peu péjoratif, que les politiques doivent se démarquer totalement de tous ceux qui font ce mal-là. Ils doivent se démarquer parce que, en fait, cet appel, ils peuvent avoir profité de cet appel de celui-ci pour se fondre, pour faire un même appel et confondre les deux. On parle de concomitance qui peut laisser présager un intérêt commun, mais non, ce n'est pas forcément ça. C'est peut-être eux ils jouent la politique, qui sont de bons politiques. Ils profitent de cet appel pour eux-mêmes faire appel. Mais même là, ça signifie autre chose. Quand lui fait un appel, personne ne fait appel pour dire allons nous réunir autour de telle autre personne. Chacun veut se voir en tête de file de celui qui rassemble les gens pour aller faire lutter. Mais dans ce cas, ceux-ci font appel. Eux, ils ne se sont pas ralliés à son appel, ou ils ont plutôt fait de leur côté leur appel. Et donc, ça veut dire, ça présage, même si c'est là avec quelque chose, un fond de sérieux, cela veut dire le jour où ils doivent se réunir, ce serait autour du GENIM, pas autour. Et en tous les cas de figure, comme Macron, je n'aime pas trop souvent le citer, mais quand un politique et un religieux se réunissent pour le même but, c'est toujours le religieux qui gagne. Donc il ne faut pas que nos politiques se fassent des idées. S'allier à ces gens-là, c'est choisir des strapontins. Ce n'est pas pour être le président de la République. Et même si on devient président de la République, on est un pantin entre leurs mains. Mais moi, ce que je crois, parce que je crois que le fait, c'est de savoir s'ils doivent répondre, nos politiques doivent répondre à cet appel-là. Oui, mais parce que ils peuvent peut-être dire répondre à GENIM, vraiment, on est comme... Suivant ce que vous aviez proposé tout de suite, nous ne sommes pas du même bord avec vous, nous n'avons rien à attendre, nous n'avons rien à dire aux terroristes.
peut-être à l'interne, on a des divergences politiques, mais dû répondre à un appel des touristes, ou s'ils doivent peut-être répondre favorablement et montrer réellement peut-être les vrais visages de certains. Bon, je crois que déjà, répondre favorablement à l'appel du JNIM, c'est exclu. Et c'est un piège. En fait, dans les situations de ce genre, quand il y a des rumeurs qui te suivent, tu ne peux pas réagir. Si tu réagis, on se dit, mais qu'est-ce qu'on lui a demandé? Est-ce qu'on lui a demandé son avis? Si tu ne réagis pas, on dit, il n'a pas parlé. Donc c'est un piège. Et moi, si vous me demandez, c'est de me mettre à leur place, je ne réagis pas. Je ne dis rien. Mais je fais en sorte que tous mes actes qui vont suivre s'écarteront de cette ligne-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas bien pour nos politiques. Cet appel n'est pas bien pour nos politiques. Parce que c'est une façon de les compromettre. Et ça, ils doivent essayer de s'en écarter. Et je crois que dans la situation actuelle, beaucoup de gens choisissent le silence. En tout cas, moi, à leur place, je choisirais le silence. Mais c'est mes actes postérieurs qui vont prouver que je ne suis pas de cette engeance. Voilà. Cet appel des JNIM, ça peut laisser entendre, ça peut laisser, en tout cas, ça peut donner interprétation qu'il y a une certaine connexion entre JNIM et certaines factions politiques. Évidemment, ça crève les yeux. On dit que le temps est le meilleur des juges et que les faits aussi sont têtus. Cet appel et cette réaction de certaines politiques maliennes prouve à suffisance qu'il y a une connexion entre eux. C'est ce que je disais, que c'était un serpent à 3 têtes. La deuxième tête, c'est certains politiques maliens qui sont à Bamako et qui jouent leur rôle dans ça. Chacun joue sa partition. Hein. Et souvent, ce qui me met mal un peu à l'aise, bon, parce que je ne sais pas, je ne suis pas autorité, mais souvent il faut rendre la monnaie à ces gens-là. Moi, j'ai toujours clamé la politique de la fermeté. De la fermeté, c'est-à-dire la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. On ne peut pas s'asseoir comme ça et regarder les faire, poser certains axes qui vont vraiment à l'encontre vraiment de notre existence même. Parce que nous vivons notre existence maintenant. C'est un combat existentiel. Et celui qui est en train de nous battre, on est en train d'être attaqué partout. Par les armes, par la communication, par l'hypocrisie partout. Même sur économiquement même. Économiquement même, voilà. Donc on doit faire face à ça. Hein. Je serai le président de la République. Le conseil du président. Oui, je serai le conseil du président, c'est le président qui décide. Okay. Comme Abdraman Achani a décidé chez lui une fois de retirer la nationalité à certains politiques qui voulaient du mal au pays, quoi. Il ne faut pas les laisser faire. De lancer des mandats internationaux contre eux, parce que chaque fois qu'on va sur les réseaux sociaux, ils font des publications souvent qui me font très mal. Qui se comportent en agent de l'étranger. Exactement. Et là, il est temps de mettre fin à ça. Ok. Je voudrais juste, pour terminer sur ce chapitre, allez-y, dire que moi, je suis, ce que je crois fermement, oui, c'est que cet appel compromet les hommes politiques. Oui. Même l'imam Diko qui a été cité, ça le compromet. Exactement. Et donc, si ça le compromet, on ne peut pas en déduire que si on doit être ensemble, il ne faut pas me compromettre. Si vous me compromettez, des actions de ce genre, c'est des actions qui se font en douce. Mais si vous me citez ou bien vous me sollicitez clairement, vous braquez la population contre moi. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas répondre, le politicien ne peut pas répondre actuellement, parce que les partis politiques sont dissous. Les activités politiques sont suspendues. Il n'y a pas d'activité partisane. Et donc, il n'y a pas d'activité partisane. Oui. Et donc, ils vont répondre en tant que quoi? Simple citoyen? Je crois que c'est un peu petit. À l'heure actuelle,
les partis politiques n'ont plus d'activité, sont dissous. Qui est visé, je ne peux pas, moi, sortir en tant que simple citoyen et je veux me sentir, me particulariser et prendre ça pour moi. Je crois que le tout, ça revient à dire la même chose. Je ne parlerai pas. Donc, Doyen, je reste avec vous. Dans ce cas, si les autorités avaient d'ailleurs bien fait d'anticiper en prenant des décisions pour suspendre les activités des partis politiques, même les partis ont même été dissous. Oui, dissous, oui. Au vu de cet appel de Génime, est-ce que l'État ne donne pas totalement raison aux autorités? Pour ce qui concerne, du seul fait de cet appel-là, en déduire que... Cet appel, les agissements du Génime et autres. Déduire de ce seul fait de cet appel-là, pour dire que le gouvernement a eu raison. Non, il y avait eu un ensemble de choses qui ont conduit le gouvernement à tout arrêter pour mettre la balle à terre et revoir les choses. Et en venir à l'idée fondamentale qui avait guidé les gens dans la rue, la refondation. Donc, tout ça s'inscrit dans cette refondation. Il faut tout reprendre à la base. Et donc, ils n'ont pas attendu, c'est bien. Mais moi, je le dis encore, je ne crois pas à l'efficacité de cet appel, c'est du bluff. Oui. Vous ajoutez quelque chose? Le gouvernement avait bien fait. Bien sûr. Les partis. Voilà, je voulais citer son Excellence ministre Diop. Lors d'une de ses interventions, il a dit que même s'il faut dealer avec les diables, en tout cas pour que son pays s'en sorte, lui, il le fera. Les politiciens dealent avec les diables pour détruire son pays. Ça veut tout dire. Ok. Dans ce cadre, nous restons avec vous, docteur. Nous avons suivi, il y a à peine 48 heures de cela, les autorités au niveau du CNT ont pris une décision très salutaire de réduire les trains de vie du CNT, comprenez ce que ça veut dire entre guillemets, c'est-à-dire en renonçant à certains de leurs avantages financiers. Quelle lecture vous en faites? Ah oui, c'est la meilleure chose qui puisse venir des représentants, des législateurs de l'État. Et quand j'ai entendu cette décision-là, j'ai eu la chair de poule. Parce que pour une question de nation, aucun sacrifice n'est de trop. D'ailleurs, dans certains pays, être législateur, être député, c'est un sacerdoce. Il y a quelques primes et voilà quoi. Il n'y a pas de profession de député, il n'y a pas d'école où on forme les députés, non. C'est une représentation du peuple au sein de l'Assemblée pour la prise de certaines décisions, la proposition de certaines lois, défendre certaines lois ou de ne pas les défendre. Habituellement, c'est comme ça. Mais en Afrique, notre démocratie a été faite en sorte que quand tu es député, on se permet tout souvent. On pense même qu'on est les demi-frères de Papa Bondieu, quoi. Au Mali, on a vu des députés même gifler des agents de la circulation dans l'exercice de la profession. Il y a des députés qui ont agressé même des magistrats, entre parenthèses. Et c'est des situations qui font rire et ils n'ont rien compris, en fait. Je profite vraiment de la télé pour saluer le général, c'est Malick Diaw. Malick Diaw. Exactement, vraiment, il est à saluer, coup de chapeau, mon général. C'est une bonne chose. Les Maliens sont en train de comprendre parce que nous sommes en train de vivre une situation particulière. C'est un pays en guerre et tout ce qui peut contribuer à apporter de l'argent, parce que l'argent est même le nerf de la guerre, et c'est salutaire. Et je salue également et le Premier ministre et le Président de la République. Parce que le Président de la République, son Excellence Assimi Goïta, a réduit drastiquement l'argent qu'on devrait lui donner. Oui, son fonds de souveraineté. Son fonds de souveraineté. Là, c'est des actes vraiment, en tant que citoyen, en tant que bon Malien, ça fait pleurer. Merci. Parce que j'ai visité le Mali de long en large. Il y a des zones où on ne peut même pas boire de l'eau potable. Allez-y un peu dans les zones reculées de Douanzan et tout. Vous allez voir, vous n'allez pas entendre, mais vous allez voir la misère. C'est des zones où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école,
Il n'y a que la désolation. Oui, nous pensons avec le fonds de souveraineté du président de la République, son Excellence Assimi Goïta, il y a déjà plus de 450 fourrages, 450 points d'eau qui ont été réalisés à ce temps record. Si on m'aurait permis, j'allais applaudir. Ah, non, c'est bon. Doyen, oui. Bon, moi je crois qu'il ne faut pas oublier que le CNT avait déjà réduit son budget de 3 à 4 milliards, je crois. Ceci avait déjà été fait. Ok. Mais cette réduction des indemnités est venue à la suite de cette affaire de 10% de prélèvement de taxes sur les services des sociétés de téléphonie. Il y a eu une orchestration, parce que si on voit les narratifs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, il y a une levée de bouclier, mais qui était accompagnée, qu'on a fait enfler. Et juste ce qui s'est passé, c'est répondre à ça en diminuant. Mais je voudrais, c'est une bonne chose en soi, mais qu'il aurait peut-être fallu ne pas attendre la levée de bouclier pour le faire. Si on doit pouvoir faire quelque chose avant, on le fait. Parce que si on se laisse bousculer par des levées de bouclier de ce genre, on risque de... Vous savez, hein, on a diminué de 400 000 francs pour certains, 500 à 600 000 francs pour d'autres. 550 pour d'autres. Mais des gens trouveront que ça, encore c'est trop. Et ils ne finiront jamais de demander qu'on enlève. Tant que ce n'est pas eux-mêmes qui sont là-bas, ils vont demander qu'on réduise. Mais je dis, ça entraîne. Ils ont attendu que la fièvre retombe pour voter cette réduction. Je crois que c'est bien, parce qu'ils ont pris de la distance par rapport au remous et ils ont attendu en ce moment là au moment où il n'y a plus de pression, ils ont fait, et ça c'est positif. Donc ça entraîne une certaine accalmie relative. Même si vous pensez que c'est fait avec un peu de retard, c'est ça? Moi je pense qu'il faut peut-être anticiper sur les levées de boucliers de ce genre. Ok, bien, nous restons avec vous. Cette fois-ci nous partons dans un pays frère, un pays voisin, où règne M. Alassane Dramane Ouattara. C'est l'Union européenne qui a publié, en tout cas, une décision classant. Parmi les pays africains soutenant le terrorisme ou le blanchissement d'argent, il y a l'Algérie et la Côte d'Ivoire qui sont cités. Votre appréciation? Moi, je crois que j'ai une lecture totalement différente de ce communiqué. Ok. Il faut savoir que il y a un organisme qu'on appelle le groupe d'action financière. Ok. Ce groupe d'action financière s'est donné pour tâche la rédaction d'un certain nombre de règles pour prévenir le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. C'est deux domaines totalement différents. Et ils ont élaboré 40 recommandations. Et chaque année, ils font des investigations pour voir quels sont les pays qui ont appliqué ou qui ont tendu à appliquer le maximum de ces recommandations. En quoi consistent ces recommandations? Ces recommandations sont des mesures législatives, financières, administratives, pour prévenir le blanchiment des capitaux ou pour prévenir le financement du terrorisme. Ça veut dire qu'il faut empêcher qu'il y ait des failles par lesquelles des gens ou des organismes ou autres peuvent profiter pour financer le terrorisme. Ça ne veut pas dire forcément que l'État finance le terrorisme. Ça veut dire que l'État n'a pas mis toutes les règles en place. Quand les 40 recommandations, vous n'en avez exécuté que quelques-unes, ça veut dire que vous n'avez pas répondu aux critères. C'est des standards internationaux qui sont mis en œuvre et on demande à tout le monde de les mettre en œuvre. Ça va diminuer les risques de financement du terrorisme ou le risque de blanchiment de capitaux. C'est deux choses totalement différentes. Moi, j'ai pris le soin d'aller voir le communiqué en question.
Je crois que la source, d'abord celui qui l'a apporté, celui avec qui l'a lu en première position, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est un influenceur ou un activiste ivoirien installé en Europe. C'est lui qui a lu le communiqué. Mais il a lu le communiqué, il a dit certaines choses qui n'existent pas dans le communiqué. Il y a effectivement un certain nombre de pays, dont le pays que vous avez cité, qui ont été ajoutés à la liste, mais on n'a pas dit liste noire ou liste grise. C'est lui qui a parlé de liste noire. Ça, c'est déjà une première déviation, une première interprétation qui ne résulte pas du texte. Il a ajouté quelque chose. Il a ajouté quelque chose. Or, dans ces organismes-là, c'est comme quand on parle de pays sécurité ou les pays à risque, tu vois orange, bleu ou orange, ensuite rouge. C'est de la même façon que c'est par des coloris qu'on classe les pays. En réalité, j'ai eu une autre source que j'ai prise chez Tidjane Thiam, l'actuel président du PDCI, qui dit que le GAFI a fait ses enquêtes et la Côte d'Ivoire a été placée sur la liste grise, pas sur la liste noire. Déjà, avant même qu'on place les pays sur une liste, il y a des recommandations, il y a des enquêtes qui sont faites, ils viennent inspecter, ils disent les choses, ils vous encouragent à emprunter le chemin. C'est en fin de compte, quand les choses ne changent pas, qu'ils te mettent sur une liste grise. Et cette liste grise, elle est moins sanctionnée que la liste noire. Sur le plan économique, ça a des conséquences. Et donc, en réalité, ce que l'on veut dire, je ne nie pas du tout que ce pays soit le soutien. Tout soutien n'est peut-être pas forcément même de l'argent. Et je vois mal un pays comme celui-là prendre tout de suite de l'argent de sa caisse pour donner à des terroristes. Non, le soutien peut être juste... Peut-être c'est là peut-être qu'il parle aussi du blanchissement d'argent. Non, parce que ça pourra peut-être transiter aussi. Le blanchiment d'argent, c'est une infraction qui tend à recycler l'argent sale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire on vend de la drogue, on fait des activités interdites. Le produit de ces activités, il faut les recycler dans l'économie réelle, dans l'économie normale. Et c'est ça le blanchiment de l'argent. Ça passe par beaucoup de chemins. Et la Côte d'Ivoire, financer le terroriste avec cet argent ne blanchit pas. Ne blanchit pas l'argent. Le financement de ces deux volets totalement différents. Il y a le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme. Parce que le financement du terrorisme cause du tort, mais le blanchissement de l'argent cause du tort à l'économie de l'Union européenne. Sur les finances de l'économie européenne. Parce que c'est de l'argent sorti de l'argent sale qui vient être recyclé et qui prend de la place. Ça déséquilibre tous les indicateurs. Mais est-ce que ça ne fait pas plutôt mal à l'économie africaine si nous savons que l'Union européenne à présent continue de néocoloniser, c'est le néocolonialisme qui continue de coloniser d'une manière ou d'une autre l'Afrique, c'est faire l'argent sur les dos des Africains. Les matières, nous savons que la guerre, beaucoup de guerres dans les pays africains sont des guerres autour des matières premières, et lesquelles matières premières sont transformées en Europe ensuite pour être revendues en Afrique. Dans tous ces circuits, on peut échapper à quelque chose. Et si nous savons que dans l'Union européenne, l'un des pays qui garde encore une certaine influence, ou en tout cas une certaine mainmise sur ses anciennes colonies, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Espagne, c'est la France. Et cette même France qui est très présente parmi les pays de l'Union européenne, c'est sans doute même le seul pays qui dispose encore des militaires en Côte d'Ivoire, des militaires dans beaucoup de ses anciennes colonies. Est-ce cette histoire de financement du terrorisme? Et si nous savons qu'il y a une plainte du Mali contre la France pour soutien au terrorisme, et nous savons que le patron de la DGC a quitté Abidjan il n'y a pas longtemps, et si la même Union européenne sort un dossier que ce soit liste grise ou comment, je ne sais pas, même si elle est encore blanche, mais sort un communiqué pour indiquer qu'il peut avoir, c'est ce qu'on peut comprendre, qu'il peut avoir le financement
du terrorisme à partir de la Côte d'Ivoire. Et nous autres qui sommes frontaliers, nous savons que le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a déploré la présence des délégations ivoiriennes à Abuja plusieurs reprises. Nous savons aussi que le président du Burkina, membre de l'AS, a déjà accusé à plusieurs reprises, sinon il a même dénoncé le fait que des touristes se trouvent refuge du côté de la Côte d'Ivoire. Et nous savons que le Mali aussi avait fait interpeller 49 citoyens ivoiriens qu'on avait accusés des mercenaires, donc pour déstabiliser le Mali. Si la même Union européenne, qui a pour point focal en Afrique de l'Ouest, logiquement la Côte d'Ivoire sort avec ce communiqué, est-ce qu'il faudrait banaliser ça? Non, je ne banalise pas et je ne mélange pas les deux choses. Okay. Je ne remets pas en cause ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Okay. Je ne dis pas que la Côte d'Ivoire ne pas soutient ou est soutien. Ce n'est pas de cela que je parle. Okay. Ce dont je parle, c'est de l'essence même du communiqué, du seul communiqué. Okay. Moi, je pensais que tu allais me parler. Il y a eu un financement indirect par le biais des ravissements des otages. Les otages qui sont pris ailleurs, qui sont négociés dans le désert, la France a toujours refusé de reconnaître qu'elle n'a pas donné d'argent. Mais en réalité, vous croyez que ces gens-là ils vont prendre le risque de ravir, de prendre en otage un Français pour des prunes? Ouais. Le financement, c'était par là. Et la France elle-même le faisait. Mais ils prennent le soin de cacher pour dire non, il n'y a pas eu de financement. Même Charles Pasqua l'a fait, quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc en réalité, moi je parle simplement du texte qui a été le communiqué en question. Le communiqué évalue le GAFI, qu'on appelle le groupe d'action financière, évalue chacun des pays sur la base de 40 recommandations. Et ces 40 recommandations ont pour but de prévenir, d'empêcher le financement des terroristes ou d'empêcher le blanchissement des capitaux. Maintenant, si un pays ne répond pas, n'a pas mis en œuvre à suffisance ces 40 recommandations, ils peuvent évaluer en disant que c'est un pays à risque. Et ils peuvent le mettre soit sur la liste grise, soit sur la liste noire. Mais ce qui est vrai, c'est que Souley de Paris, je crois que c'est lui, oui. Il a directement parlé, je vous ai envoyé le texte, parce qu'on dit celui qui ne lit pas, il est toujours obligé de se limiter à l'interprétation de l'autre. Moi, j'ai cherché le texte, je l'ai lu. Nulle part, il n'a été dit. Et d'ailleurs, si vous lisez bien le texte dans les préambules, on dit que les pays doivent prendre des mesures pour endiguer ou prévenir ces financements-là. Mais ensuite, il y a une conditionnalité, c'est que, en fait, si je peux le dire ainsi, ces pays sont mis provisoirement sur cette liste. Mais ils peuvent répliquer et refuser, dire non, et en ce moment, ils vont en discuter. Oui. Ce n'est qu'après. Tout ça, c'est dans le communiqué. Et donc, j'ai dit, il y a Albert Camus qui dit une chose, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, c'est pas j'aime la Côte d'Ivoire ou j'aime pas la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Mais pour le sérieux du plateau, quand il y a un texte comme ça, et quelqu'un a interprété, a balancé, même si il n'aime pas la Côte d'Ivoire, c'est pas ça le problème. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, je crois. Pour nous, qui devons analyser tout ça, nous avons l'obligation morale de redresser les choses. Oui, c'est pourquoi on invite les experts. Donc, il est vite parti en besogne en disant, voilà, l'Union européenne a mis la Côte d'Ivoire sur la liste noire de ceux qui financent le terrorisme. Et je crois que il est parti trop vite. Okay. Et ce n'est pas du tout ça. La bonne phrase, ça serait hein? La bonne formulation, ça serait La bonne formulation, c'est que l'Union européenne, à la suite des investigations du GAFI, a mis la Côte d'Ivoire sur une liste provisoire de pays qui n'appliquent pas les règles. La Côte d'Ivoire devient un pays à risque où les activités financières peuvent déborder pour aller financer le terrorisme ou blanchir de l'argent. Donc,
l'inapplication des règles, voilà. Est sur une liste des pays à risque, c'est-à-dire des pays susceptibles de pouvoir peut-être contribuer. Qui n'ont pas pris les mesures préventives qui résultent des 40 recommandations pour empêcher. Parce que même un privé peut passer par là-bas. Mais pourquoi ils n'ont pas pris ces mesures? Mais c'est pour ça qu'ils les mettent sur une liste grise d'abord, ensuite sur une liste noire. Et les sanctions varient totalement. Celui qui a dit que c'était mis sur une liste grise, c'est Cham. Et je crois qu'il se connaît à la matière. Oui. Cham a dit que la Côte d'Ivoire a été mise sur une liste grise. Il n'a pas de cadeau à faire à Alassane, au président Alassane. Si c'était noir, il allait le dire. Mais la liste grise, c'est déjà un signal. La liste grise, c'est un peu plus qu'un signal. Le signal, c'est qu'ils viennent, ils travaillent avec vous, ils signalent que non, il faut aller plus loin et plus haut. C'est quand vous n'arrivez pas jusqu'à ce point-là, après plusieurs recommandations, enfin, plus que qu'ils vous mettent sur une liste grise. Merci beaucoup, doyen, pour votre expertise, oui. Oui, j'étais pressé de prendre la parole. Oui, je le savais. Oui, doyen, vous savez, sur ce même plateau-là, j'ai eu à dire ici que ces Européens-là, il faut faire extrêmement attention à ce qu'ils produisent comme statistiques. C'est eux qui noircissent, c'est eux qui blanchissent. Le problème du financement du terrorisme, là, si l'Union européenne doit épingler quelqu'un, ils doivent épingler la France même. En 2005, les deux premiers qui ont été pris par les terroristes comme otages, c'était Christian Chenou et Georges Marbrino. Arriva à payer une somme colossale pour ça. Et une partie de cette somme-là a servi à financer le terrorisme. C'est leur création. Ce n'est pas nous qui avons créé le terrorisme. Quand ils créent, il faudrait financer. Et dire que la Côte d'Ivoire est sur une liste là, tout le monde le sait. Il ne faut pas qu'on ait un peu la mémoire courte parce qu'on oublie souvent vite. Il y a eu un moment où le milieu des affaires ivoiriens était très bouillonnant parce que beaucoup de Libanais, en tout cas beaucoup d'hommes riches en Côte d'Ivoire, avaient été épinglés pour histoire de trafic de drogue. Et là, on le connaît, on a même montré ça à la télé. Mais après, il semblerait qu'il y avait des ministres, des grandes autorités et tout. Alors, l'histoire là, on l'a déposée là où on l'a pris. Donc, dire que la Côte d'Ivoire est... Ou bien le régime du président Ouattara. Oui, le régime du président Ouattara, parce qu'on ne peut pas vraiment enlever le nom du brebis à sa peau. Non, non, non. Comme on dit, la peau de la chèvre, c'est la peau de la chèvre. Oui, c'est pas la peau du mouton. Oui, c'est ça. Et Ouattara est le plus grand bandit, ce monsieur-là. Je le dis haut et fort. Hein. Attention. Oui, Ouattara, il se met dans tout, ce président-là. Parce que il faut regarder l'histoire des 49 mercenaires. Si l'Union européenne et les Nations unies étaient sérieuses, au début de l'histoire, si Ouattara était sérieux, il semblerait, je n'ai pas la certitude, que les autorités maliennes avaient appelé tout ça là, les Ivoiriens, les ministres maliens avaient appelé leurs homologues pour dire si c'était des Ivoiriens. Au premier jour, ils avaient nié. Mais les Nations unies, l'Union européenne et tout ça, 2 jours après, sont sortis pour dire qu'ils font partie de leurs hommes. Où est le sérieux dans tout ça? Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne faut pas qu'ils nous caressent dans le sens des poils, que la Côte d'Ivoire soit sur la liste grise, rouge ou jaune, peu importe quoi. C'est comme si le mouton passait, les chiens aboyaient, la caravane passait. Parce que ça n'a pas d'impact sur nous ici. Tout ce qu'on sait, c'est que la Côte d'Ivoire, à travers son président, je ne parle pas du peuple ivoirien même, à travers son président, l'État ivoirien a dévié de son objectif, quoi. Parce que le président est comme un pantin au service de l'Occident. Et là, tous les jours, ça se voit. Il ne rassure pas ses voisins. Oui, oui, il ne rassure pas ses voisins. C'est ça le problème. Le monsieur-là, il doit être surveillé comme il est surlevé. Parce qu'il est imprévisible. Au regard de tout ce qu'il a fait subir à son pays,
Parce que moi, souvent, excusez-moi un peu du terme, je suis un kamikaze verbal parce que j'ai dit souvent cru les choses. C'est vrai que ce n'est pas souvent trop catholique, mais voilà, on est... Non, il le faut souvent. Il le faut souvent. Il ne faut pas caresser les chiens dans le sens de la poêle. Des poils, disons, combien de personnes ont souffert à cause de ce monsieur-là? À chaque élection, c'est des morts. Tout à fait, c'est des morts. Lui, on ne calcule que des morts. Et là, ça lui importe peu. Bon, voilà, pour prendre ce compte-là, là où je l'ai pris, simplement pour dire aux douaniers que lui et moi, on ne voit pas de la même chose, mon oncle. Cette histoire de publication de ceci ou de cela, là, ça ne nous concerne pas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à vendre tous les drogues du monde. S'ils veulent, ils n'ont qu'à continuer à financer le terrorisme. Mais ça serait contre nous, dans ce cas. Oui, c'est à nous de développer des actions contre lui. On laisse trop ces messieurs-là faire. Si tu dis que moi, je ne vais pas atteindre demain matin, je ferai en sorte que toi aussi, tu ne dépasses pas mes nuits. C'est ça, quoi, il faut le rendre sa monnaie, c'est tout. Okay. Je crois que j'ai été très explicite. Oui, j'ai compris. Je m'en suis tenu au communiqué. Donc vous êtes technicien du communiqué. Voilà, technicien et déblayer le communiqué et sa lecture. Oui. Maintenant, ça ne présage pas de mes convictions pour savoir si la Côte d'Ivoire offre un refuge ou pas, ou bien aide les terroristes ou pas. Ça n'a rien à voir. J'ai dit simplement que sur ce plateau, pour rester crédible, quand on avance quelque chose à partir d'un texte, il faut que ce soit vérifié. Si ce n'est pas vérifié, on redresse. Ça n'a rien à voir avec un soutien. Oui, ce qui est sûr, ce que vous venez de dire, je suis d'accord. Voilà. Les vidéomans qui publient aussi, bon, je ne dirais pas les vidéomans, les activistes qui publient aussi ces choses-là souvent. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il est peut-être pour quelqu'un, pour d'autres. En tout cas, il est tout pour l'État ivoirien. Donc, si lui aussi, il veut noircir, il noircisse. Mais ça dépend de celui qui reçoit les messages et celui qui les nous sommes à un niveau où nous nous adressons à une couche intellectuelle un peu plus élevée. Il ne faudrait pas que si on enchaîne dans des raisonnements de ce genre que le monsieur a fait, que le premier venu peut te porter la contradiction et te dire c'est pas ça. Exactement. Et donc il vaut mieux que nous-mêmes on clarifie ici ce que la portée même de ce communiqué. Et tout ce qui en tout cas, moi personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai zappé. Non, c'est bon parce que là, c'est bien compris. Oui. C'est pourquoi on invite chaque fois des experts et puis je pense de la discussion, j'ai eu la lumière. Oui. Le communiqué est ce qu'il est et les doyens a décrypté le communiqué de long à large. Oui. Les recommandations, pourquoi le communiqué, quel est l'organisme qui émet le communiqué. Et ça n'empêche pas aussi tous les faits, en tout cas, qu'on peut reprocher à M. Alassane Dramane Ouattara et à son régime, mais dans le cas, l'essence du communiqué est là. Maintenant, si nous prenons le communiqué dans l'autre phase, comme le disait Jean-Paul Sartre, il y a l'essence, il y a l'existentialisme. Maintenant, si on veut aller maintenant dans l'interprétation du communiqué, pourquoi précisément la Côte d'Ivoire, pourquoi précisément l'Algérie? Et je pense là, chacun de nous a sa lecture là-dessus, chacun de nous, peut-être ça va être juste un élément de pièce de puzzle qui est en train de s'assembler et de se mettre ensemble. Et nous abordons la dernière question. Nous restons avec vous, docteur, la communauté internationale. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire par rapport à cette élection. Une élection qui... Ça fait beaucoup de bruit. Nous avons appris que le président Gbagbo a été mis out. Tidjane Thiam out. Beaucoup d'autres candidats ont été mis out. Or, nous, à ce que nous... de notre humble avis, on dit la démocratie, c'est permettre à tout le monde de concourir et autres. Et nous pensons que le président Gbagbo, c'est vraiment un Ivoirien. Est-ce que le mettre à côté, ça serait une bonne chose, une bonne idée, si nous savions aussi des crises qui ont eu lieu entre quand le président Gbagbo était au pouvoir et Alassane Dramane Ouattara qui ne pouvait pas se présenter. Toutes les médiations. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara au pouvoir retourne la monnaie, le président Gbagbo ne peut pas se présenter. La raison toute avancée, c'est qu'il a été condamné par contumace. Or, il était, à ce que nous on sache, il était à la CPI. Et c'est le gouvernement ivoirien qui l'avait envoyé en CPI, à la CPI. Donc, envoyer quelqu'un quelque part et puis le juger encore à son insu, bon, là, ça pose un problème. Maintenant, comment voyez-vous ça? Et puis, la communauté internationale,
Parce que la CPI, on dit que c'est censé être un tribunal international. La CPI, peut-être qui ne branche pas, qui ne dit pas grand-chose, mais pourtant qui a gardé le président Gbagbo pendant 10 ans, qu'il a innocenté. Ensuite, il a accusé de cette histoire, la BCAO, et jugé à son ainsi au même moment qu'il y avait le procès à la CPI. C'est quoi votre lecture dans tout ça? Communauté internationale, déception. Parce que c'est eux, la communauté internationale, ces Occidentaux-là. Si quelque chose les arrange, alors ils font bouche bée, ils ne parlent pas. Et ça existe même, une communauté internationale. C'est eux, ils disent la communauté. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle définition même on peut donner ça. On peut donner à la communauté internationale, quoi. Moi qui ai été à l'école, j'ai appris beaucoup de choses, mais je n'ai jamais pu cerner ça. Mais tu étais là, tu étais en France aussi, oui. Tu as servi là-bas. Oui. Et tu ne comprends toujours pas. Je ne comprends pas ça. Je ne suis jamais parvenu à comprendre. Et quand ils se réunissent pour aller massacrer un président en exercice dans son pays, qui ne les a rien fait, le regroupement est appelé communauté internationale. L'exemple de la Libye est là. L'exemple de l'Irak est là. Il y a tant d'autres exemples qui sont là. Et ce sont eux qui ont amené leur fameuse démocratie, là, la démocratie de Montesquieu. Ouais. Dans les années 91, ils ont fait croire aux Africains que la démocratie allait les faire sortir de leurs difficultés emmerdantes. Quoi? La démocratie était la solution de tous les problèmes. Qu'on allait nous développer. On allait nous développer. Mais hélas, et cette démocratie a été ce qu'elle a été. Voilà. Maintenant, en Côte d'Ivoire, quand on fait les textes fondamentaux, une constitution, il y a tout là-dedans. Ce sont les textes qui régissent les règles de bonne conduite d'une société pour le bonheur de tout le monde. Et on dit, il y a divers articles et tout ça, les législateurs se sont assis, ils ont beaucoup réfléchi, ils ont essayé de cerner certains contours. Bien vrai que tout n'est pas prévisible par les lois, parce que nous-mêmes, on ne savait pas qu'on pouvait changer d'un jour à un autre une constitution et se représenter moult fois. Et voilà, c'est ça l'autre revers de la médaille. Certains politiciens ont pris ça et ils ont tripatouillé à moult reprises leur constitution. Alors, au malheur du peuple, ils se sont présentés à combien de reprises? Il y a beaucoup d'exemples. Il y a Paul Biya au Cameroun, il y a Denis Sassou Nguesso. Il y en a, on peut citer d'aujourd'hui à demain matin. Le Fort Gnassingbé. Le Fort Gnassingbé, des présidents éternels. Est-ce que c'est la démocratie? Non. La démocratie aussi, c'est l'alternance. Oui, la démocratie aussi, c'est l'alternance. Mais là-bas, on n'alterne pas, hein, c'est le statu quo. Je suis et j'y reste. C'est ce que Alassane Ouattara est en train de faire. Je me rappelle encore en 2005-2006, à Paris, j'étais un fervent défenseur de Alassane Ouattara. Ah bon, vous l'avez dit? Bien sûr, parce que je suis un fervent défenseur, je suis contre l'injustice. La façon dont ce monsieur communiquait, vraiment, on avait de la compassion pour lui, quoi. Il disait qu'on m'empêche de me présenter parce que je suis musulman, parce que je viens du Nord. Il avait des arguments solides, mais en fait, c'était de la poudre dans les yeux. Mon meilleur ami ivoirien, Didier, j'ai failli me battre avec lui. On nous a séparés, mais la nuit, Didier est venu me chercher là où je dormais. On a passé 3 heures de temps, il m'a expliqué les problèmes ivoiriens. Et depuis, moi j'ai jeté Ouattara derrière moi. Le malheur de ces pays-là, de la Côte d'Ivoire, a été le jour où Ouattara a été appelé pour exercer la profession de Premier ministre. Et ça crève les yeux. Un pays où tu n'es même pas citoyen, tu n'as même pas la nationalité d'un pays. Non, il a la citoyenneté maintenant, docteur. Ne soyez pas très dur. C'est votre ancien ami quand même. Non, bon, l'ancien ami, un ami qui vraiment qui je ne sais pas, qui était tout mensonge pour moi, quoi. Parce que quand je vois quelqu'un qui ment, le mensonge est la pire chose des choses. C'est la pire chose, quoi, le mensonge, autant pour moi. Quand quelqu'un est un menteur, là, tu peux mentir à quelqu'un pendant un bout de temps, mais ça va s'arrêter un moment, quoi. Merci. Oui, Oui, doyen.
La communauté internationale passive. Bon, déjà, sur ce terme communauté internationale, il y a un hold-up qui tend à faire de l'exclusion. Quand eux, ils parlent, ils disent toujours la communauté internationale et ils mettent, sur ça, 90 pays, ils mettent peut-être 100 pays en dehors de la communauté internationale. Ils revendiquent la communauté. Quand eux, ils parlent au nom de la communauté internationale. Ils sont moins des 20 comme ça. Voilà, ça c'est les micmacs des autorités des pays néocolonialistes, comme vous voulez qu'on le dise. Mais en fait, je n'attache pas tellement d'ordre. Ce qui s'est passé, c'est que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait ordonné à la Côte d'Ivoire de réintégrer Laurent Gbagbo sur la liste électorale. 10 jours après avoir ordonné la même chose pour Guillaume Soro. Excédés des autorités de la Côte d'Ivoire ont préféré se retirer de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples parce qu'ils ne veulent pas exécuter ces décisions. Ça, c'est le premier point. Mais en janvier, je crois le 4 ou le 5 janvier 2025, je crois, Laurent Gbagbo lui-même a dit que l'ONU a écrit aux autorités ivoiriennes pour leur demander de l'intégrer, de le réintégrer sur la liste électorale. Jusqu'ici, ils n'ont pas voulu le faire. Donc, il y a des instances internationales qui se sont prononcées, qui ont donné la voie à suivre. Mais les pays pris individuellement ne se sont pas prononcés. Peut-être c'est de pays à pays, ils peuvent en parler. Peut-être ça, c'est dans les coulisses de la diplomatie avec les Ivoiriens. Mais en tout cas, je n'ai pas entendu un pays de cette fameuse communauté internationale s'opposer à ça. Ni même les pays africains, ni la CEDEAO, ni l'Union africaine. Mais la Cour africaine des droits de l'homme saisit ses prononcés. Mais il y a aussi en Suède une famille, la famille Wallenberg, qui est l'une des familles les plus riches de la Suède, qui a un organisme de contrôle. C'est un organisme économique, mais qui va aussi interroger le degré de démocratie dans les pays, parce que c'est l'environnement nécessaire pour les investissements. Ils font ça. On appelle ça le Venture Development Management. C'est un organisme que cette famille a mis en place, qui a évalué la Côte d'Ivoire. Et ils ont qualifié la Côte d'Ivoire d'autocratie législative. Et ils ont défini. Quel contenu ils donnent à ça? Ils disent que l'autocratie électorale, c'est un type de régime qui organise des élections multipartites entachées d'irrégularités, de restrictions à la liberté d'expression, de limitation à la compétition politique et d'un usage stratégique des institutions judiciaires pour marginaliser leurs opposants. Mais c'est tout sauf la démocratie, ça. Mais regarde simplement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est taillé sur mesure. Toutes ces irrégularités, l'irrégularité ici, c'est qu'il semble qu'on devait procéder à la relecture ou bien revoir la liste, la révision de la liste électorale. La CEI s'oppose formellement. Des restrictions à la liberté d'expression. Aujourd'hui, ce que j'ai entendu, même les syndicalistes sont embastillés. Vous voulez demander cette liste électorale d'où ça vient. Est-ce qu'on vous dit venez à la CEI et à la sortie vous avez les policiers qui vous ramassent. Oui. Vous faites partie d'un parti politique, vous faites un meeting politique, à la sortie vous êtes interpellé par la police. Bon, je ne suis pas là-bas pour savoir, mais tout ça c'est sur les réseaux sociaux. Ensuite, limitation à la compétition politique qui rejoint la marginalisation des opposants. Quand vous avez quatre grandes figures de la vie politique des 20 ou 30 dernières années, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé,
Habib Tidiane Cham et Laurent Gbagbo se trouvent écartés. Mais sur les 4 grands partis, il y a 3 qui sont écartés. On ne sait pas si Blagoudo a été écarté, mais lui aussi. Non, il n'est pas inscrit sur la liste. Lui aussi, il a été écarté. Et donc, ça présage rien de bon. Maintenant, je pense que le président Alassane Dramane Ouattara est un fin politique. Il voit venir les nuages qui s'amoncellent dans les cieux de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pour ensuite, lui, par son pouvoir régalien, réintégrer certains après? Je ne sais pas. Mais je crois que la voie à suivre, on sort de la politique, on sort du droit. Quand le droit et la justice se confondent, on laisse le droit, on va vers la justice, qui préserve l'unité et l'intégrité du pays, qui préserve la vie des citoyens. Parce qu'à ce rythme-là, je crois que notre coup d'État vaudra encore mieux que les élections où on va avoir 100 personnes qui sont tuées. C'est pourquoi ça pose des problèmes d'élection en Afrique. Et cet éternel débat de la démocratie, au vu de tout ce qui vient d'être énuméré, vous l'aviez si bien dit, c'est des éléments que nous avons un peu à distance. Je ne sais pas, le classement de la Côte d'Ivoire sur cette liste des pays démocratiques, c'est 107e rang. 107e rang. Loin derrière le Ghana, qui est 50e, le Sénégal, qui est 69e, et même le Libéria, qui est 78e. Donc la Côte d'Ivoire jusqu'à 107e. La Côte d'Ivoire est à la 107e, au 107e rang. Donc, si nous nous souvenons que le président Alassane Dramane Ouattara avait déclaré une guerre de la démocratie au Niger, donc c'est triste, ça remet toujours sur la table cet éternel débat de la démocratie des élections en Afrique. L'émission tire vers sa fin. Docteur, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, tout ce que moi j'ai à dire, c'est que le Mali, le Niger, le Burkina ont pris un chemin de non-retour. De non-retour. Et il faudrait que les autres Africains la suivent ça. Parce que l'Afrique a souffert. Même le président Chirac a dit ça lors d'une de ses élections, qu'ils ont fait saigner l'Afrique. Le président Sarkozy aussi a dit, ils ont fait saigner l'Afrique. Quand on y pense, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'aller voir leur capitale là-bas, européenne, étant ici, ce qu'on monte à la télé, c'est l'Eldorado, tout le monde veut y aller. On dit que Paris est une belle ville, et voilà. Et où est venu tout cet argent-là? L'électricité qui est consommée dans la ville parisienne seulement, je ne sais pas, même si tu fais la sommation des quantités de kilowatts voire des gigawatts même. Gigawatts même qu'on utilise ici chez nous, ça n'est... Toute l'Afrique occidentale, la seule ville de Paris dépasse ça. L'uranium, qui est la source principale de cette énergie-là, venait d'où? Du Niger. Et seulement à Niamey, il n'y avait qu'une petite partie de la capitale qui avait l'électricité. Et on sait ce que l'uranium cause aussi comme dégâts là-bas. Ils n'ont pas daigné réparer, pas d'hôpitaux, rien. Oui, des milliers de résidus, des tonnes d'uranium à Arlit. Tout à fait, à Arlit. Ciel ouvert. Et lors du Mali, lors du Burkina. Donc, pour qui ces gens-là nous prennent? Qu'ils aient un peu de cœur, quoi. Qu'ils ont un peu de cœur. Et que maintenant, on a pris le chemin du non-retour. Trop, c'est trop. Ça s'arrête, on prend notre destinée. Amen. Mais quel que soit un combat comme ça, quel que soit un combat que tu mènes de cette nature-là, il est entaché souvent de difficultés. Les difficultés peuvent être exogènes ou endogènes. Et c'est nous qui devrons comprendre. Donnons-nous la main. Les temps là sont difficiles, mais l'avenir n'est pas sombre. Merci beaucoup. Doyen, votre mot de la fin? Bon, moi, je reviens à nos politiques. Okay. C'est malheureux ce qui arrive, mais à force de tomber, on arrive au fond du puits un jour. On est arrivé au fond du puits, on ne peut plus tomber.
C'est pourquoi il y a un mouvement qui était prévisible. On a atteint le seuil critique qui fait que les gens sont sortis et se sont dit ça suffit. Moi, j'avais lu un grand livre, un gros livre sur Houphouët-Boigny. Quel est l'acte fondateur de la Côte d'Ivoire? Houphouët, quand le chef des Akans est décédé, c'est lui qui devait le remplacer. Il était médecin, il n'était même pas à Yamoussoukro ou à Abidjan. Il a démissionné de son poste pour devenir chef des Akans. Mais il a engagé, il s'est inscrit comme syndicaliste des planteurs. Il était, je crois, le président ou le secrétaire général du syndicat des planteurs. Et c'est cette lutte qui a qui a été le fondement de la réussite économique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous verrez les pays du Golfe s'en sont sortis parce qu'ils ont mené une lutte pour valoriser leur pétrole. Ils s'en sont sortis, mais nous, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous battre pour tirer profit de nos matières premières ou de nos matières minières ou minérales. Ce combat-là, c'est arrivé à un moment, c'est malheureux où c'est des politiques qui sont là, qui se sont investis pendant des années, qui sont devant un choix très difficile. Mais je crois qu'il faut faire le choix de cheminer avec les autorités de la transition pour franchir ce pas. Peut-être que c'est un combat, chacun croit à son étoile qu'un jour il sera président, mais on leur demande aujourd'hui peut-être de renoncer à être président, de renoncer à leur ambition politique et d'accompagner le Mali. C'est vrai, c'est très lourd comme engagement, mais je crois qu'il n'y a que ça qui peut grandir, pour un jour qu'ils puissent eux-mêmes, malgré qu'ils ne soient pas présidents de la République, marquer de leur empreinte cette transition où on dira ils ont préféré suivre leur pays. Vous savez, il y a 3 foyers de tension dans tout le monde aujourd'hui. C'est Israël avec la Palestine, c'est l'Ukraine et c'est les pays de l'Est. C'est les 3 gros problèmes qui existent aujourd'hui dans le monde. Et Macron, lorsqu'il a été au Burkina, je crois, en 2017, il avait prédit que le grand tournant se jouera en Afrique ici. Et c'est ce grand tournant qui a été entamé. Et donc je pense que vu tout ce qui se fait à l'international par les pays colonialistes ou occidentaux ou impérialistes, comme vous voulez, et ce qui se fait dans les relations bilatérales entre les autorités politiques de la France et nous, aucun politicien, aucun homme politique ne peut être insensible à la vénalité de ce qui est en train de se passer, ne peut ne pas savoir ou s'apercevoir que on est en train de changer, on les a renvoyés par la porte, ils veulent revenir par la fenêtre. Et ça, il ne le faut pas. Merci. Et notre foyer de tension vient de s'ouvrir aujourd'hui entre Netanyahou et puis l'Iran. Ouais. Donc, nous prions pour que... C'est toujours Israël. Oui, nous prions pour que l'humanité retrouve la paix. Amen. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui avez suivi ces débats, nous arrivons au terme de cette émission, Paroles aux Africains. Nous espérons vous retrouver nous espérons vous retrouver le vendredi prochain, mais d'ici là, il y a d'autres émissions qui vont continuer sur Gandhi Malian TV. Nous avons été accompagnés tout au long de cette émission par nos 2 experts, docteur qui nous revient, docteur Mamadou Sila Traoré, et puis à ma gauche, l'inspecteur de la douane à la retraite. Il s'agit de M. Daniel Koulibaly. Nous vous remercions et à vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, restez branchés sur Gandhi Malian TV. Merci.